200 secondes de pur hit. La boxe, c'est le rendez-vous du mercredi sur Radio Pays avec DJ Vesty, le DJ incontournable du 973. An exclusive service. Allez viens, embarque avec DJ Vesty à bord de la boxe tous les mercredis de 20h à 22h. 22h. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue, deuxième partie du Grand Forum. Il y a du monde dans le Grand Forum, ça sera le cas demain également avec nos invités. On va vous annoncer les débats d'ici demain. Il y a des débats qui vont aussi encore vous intéresser au 05 94 25 76 25. Nous sommes en Facebook Live pour ce thème parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois qu'on parle logement, eh ben écoutez, ça vous intéresse. Avec nous, Lydia Tran-Van-Doy, conseillère juriste, structure, établissement, agence d'information sur le logement, la DIL. Lydia Tran-Van-Doy, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Pourquoi les gens sont aussi intéressés par le logement, vous qui avez l'expérience ? Ça reste une question criante oui. Qui suscite beaucoup d'interrogations et sur tous les points, Mm-hmm. tant pour l'accès à un logement, et tant aussi pour devenir propriétaire. Oui. Et pour ceux qui le sont déjà, là aussi il y a des questions, d'autant que c'est une matière dans laquelle la législation évolue, on va dire, tous les jours. Oui, donc il faut en savoir plus. J'ai presque envie de dire, tant mieux que les gens s'y intéressent. Aujourd'hui, notre thème, puisqu'on en a fait plusieurs, des thèmes, c'est vrai que pour ne pas partir dans tous les sens, vaut mieux y aller avec des thématiques. La sortie du logement et la fin du bail. Quelles sont les dernières actualités de la DIL Guyane ? Alors oui, la toute dernière c'est actuellement nous sommes en pleine semaine de la copropriété, donc au même titre que la semaine de l'accession. Il s'agit donc d'une semaine dédiée enfin à la copropriété. Donc toutes les personnes qui ont des questions en matière de copropriété peuvent se rapprocher de nos locaux pour avoir les réponses à leurs interrogations. Et ce donc jusqu'à vendredi. Voilà, de qui allons-nous parler aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on entend par mettre fin au bail ? Alors, mettre fin au bail, à la location, c'est mettre un terme, tout simplement, à la relation contractuelle qui existe entre le bailleur et le propriétaire, entre le propriétaire, et le locataire. Oui. On va dire mettre un terme officiel. On part pas comme ça. Non, on ne part pas comme ça. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Oui. On évite effectivement de déposer les clés dans la boîte aux lettres. Ça. Oui, faut pas que les gens partent fâchés, parce que souvent on donne pas les mois de caution, des choses comme ça. Oui, parce que du coup, il y a d'autres conséquences par la suite. D'accord. Donc, c'est important de voir les différentes étapes pour mettre un terme à son contrat de location. Alors voilà, pour que les choses soient bien claires, comment mettre fin à son contrat de location ? Alors, clairement, pour schématiser, on va dire qu'il y a 4 grandes étapes. La première étant de donner congé. Ah. Voilà. Donner congé, c'est remettre un courrier à son propriétaire et vice-versa, où on indique effectivement qu'on va donc quitter le logement. Okay. Et ça c'est pour le locataire, et pour le propriétaire, donc il indique à son locataire qu'il ne va pas renouveler le contrat. Bien sûr, pour le propriétaire comme pour le locataire, il y a quand même des conditions de fond et de forme à respecter. Alors, en parlant de ces conditions légales, bien sûr, imposées pour donner congé d'un logement. Oui, donc ce courrier que l'on adresse, alors je suis locataire, je souhaite quitter mon bien, je l'adresse soit par lettre recommandée avec accusé-réception, soit en faisant appel à un huissier de justice, soit en remettant mon courrier en main propre à mon bailleur. Le propriétaire, même s'il peut utiliser les mêmes formes que je viens d'indiquer, donc lettre recommandée par huissier de justice ou encore en main propre, il y a encore 2 autres conditions à respecter. Alors, c'est quoi ? Il doit bien entendu remettre le courrier
pour une location nue 6 mois avant le renouvellement du bail. Oui. Voilà. Et pour 3 motifs. Soit parce qu'il entend vendre le bien, soit parce qu'il entend le reprendre, lui ou quelqu'un de sa famille, Oui, ça arrive soit souvent. pour motif légitime et sérieux. D'accord. Voilà. Il est important ici de rappeler 6 mois, hein, 6 mois. et non pas 2 mois ou 3 mois. 2 mois, c'est quand... La location meublée. Ah, d'accord. Si c'est un meublé, c'est D'accord. 3 mois effectivement avant le renouvellement de la location. D'accord, très bien. Alors, il est important de rappeler que le non-respect de ces obligations font que le contrat continue. D'accord. Notamment pour les propriétaires qui entendent vraiment mettre un terme à la location, il faut qu'ils respectent scrupuleusement, j'ai envie de dire, donc ces conditions. À défaut, le bail repart soit pour 3 ans, soit pour 1 an. Et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes des fois. Oui, c'est là Ça vous fait sourire. Oui, parce que, alors, c'est vrai que les choses soient claires. Lorsque un propriétaire, veut remettre un appartement à son fils, son petit-fils, c'est souvent ce qui arrive. On fait pas les choses dans les règles, et puis le locataire, lui, veut pas partir tout de suite. Le propriétaire, lui, s'est dit, c'est ma maison, je fais ce que je veux. Ben non. C'est ça? Alors oui, c'est l'idée, c'est de trouver quand même un équilibre dans tout ça. Oui, c'est vrai. Mais alors, je peux reprendre vos propos. Souvent, on informe les bailleurs qu'à partir du moment où on prend la libéralité, clairement, de mettre son bien en location, son bien certes, mais en location, il y a des règles à respecter. Oui. Les murs nous appartiennent, certes, mais le fond de la maison, quelque part, ça reste la résidence principale du locataire, et donc ce qui fait qu'on ne peut pas y pénétrer sans son autorisation. Et pour mettre un terme à cette résidence principale, il y a quand même des règles venant protéger un peu aussi le locataire. Donc lorsqu'on donne congé, c'est pas par téléphone, c'est précis. Ouais. À l'heure de la dématérialisation, il est vrai que on serait tenté de faire un petit WhatsApp ou encore un mail ou je ne sais quoi, à son propriétaire et vice versa. Non, clairement, il n'est absolument pas conseillé d'utiliser d'autres formes que celles qui sont légalement prévues pour mettre un terme à son contrat de location. Une fois que j'ai donné congé, que se passe-t-il ? Alors, une fois que l'on a donné congé, on va dire que le délai de préavis, ce qu'on appelle le délai de préavis, va commencer à courir. Le délai de préavis, donc, c'est, pour être un peu plus clair, c'est le moment où on va annoncer son départ et le moment où la location prend fin. D'accord. Voilà, donc un délai de préavis, en principe, il est de 3 mois. Voilà. Donc clairement, si vous donnez, la réception du courrier se fait aujourd'hui, le 3 novembre, et que vous avez un préavis de 3 mois, vous avez encore votre casquette de locataire jusqu'au 3 février. Et sous certaines conditions légalement prévues, il peut être amené à 1 mois. C'est cela. Donc, strictement prévu. Si vous rentrez dans les conditions prévues, toujours pareil par l'article 15, vous pouvez bénéficier d'un délai de préavis réduit à 1 mois. Pas sans justification quand même. Oui. Au moment de l'envoi donc de son courrier, il faut apporter la preuve justifiant du délai de préavis réduit à 1 mois. Là, vous parliez de la première étape, il y a maintenant une deuxième étape. Quelle est cette deuxième étape ? C'est ça. Donc, la deuxième étape, c'est effectivement effectuer son état des lieux de sortie. Alors, mais avant d'arriver à cette fameuse étape, il y a une étape préalable qui est donc l'état des lieux d'entrée. Ah oui. On a tendance parfois à se dire, ce n'est pas grave, je peux rentrer, puis on va faire ça après, puis non. Clairement, pour faire valoir ses droits de part et d'autre, il est important d'ores et déjà, dès que vous prenez en location le bien, de faire un état des lieux d'entrée. Pourquoi ? L'absence d'état des lieux d'entrée est préjudiciable à plusieurs titres, notamment pour le locataire, parce que à ce moment, on estime, en l'état actuel du droit, qu'il a pris le logement en bon état d'usage et de réparation. Voilà. Donc, au moment de la sortie... Ça paraît logique. Mais tout le monde ne le fait pas, c'est ça ? C'est cela. Et c'est qu'au moment de la sortie, si effectivement, durant la location, vous avez le pied de la table qui s'est cassé, si vous n'aviez pas constaté cela à l'entrée, si vous n'avez aucun moyen de prouver en fait que c'est durant la location ou du moins dès la prise à bail que la table était cassée, compliqué.
derrière de pouvoir faire valoir vos droits. Comment les choses effectivement sont pas simples. Alors il y a Frédéric sur le Facebook Live qui dit les cautions qui ne sont jamais rendues à la sortie, voire on met des frais en plus sous prétexte de travaux à refaire, frais, factures à la fois par les agences aux locataires et aux propriétaires, les agences immobilières en trop de droits. Je ne parle même pas des frais de syndic qui augmentent en permanence. Qu'est-ce que vous répondez à Frédéric ? Alors, toujours pareil, donc on y arrivait. Oui. Voilà l'importance enfin de faire un état des lieux d'entrée. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est en fait, j'ai envie de dire, la photo de graphie du bien au moment où on le prend. Bien sûr. Au moment de la sortie, on va faire donc un état des lieux de sortie. Et c'est le comparatif entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie qui va permettre de voir s'il y a eu des dégradations du fait du locataire ou du fait de la vétusté. Parce que, enfin, en fonction, la charge de la réparation incombe soit au locataire ou au propriétaire. Et c'est là que ça intervient, puisque le dépôt de garantie permet, enfin, de pouvoir faire face à ces dégradations sur justificatif. Donc, c'est-à-dire que le propriétaire qui entend imputer une somme sur le dépôt de garantie doit justifier cela, soit par des factures, soit quand on compare effectivement l'état des lieux d'entrée et de sortie, on voit effectivement qu'il y a dégradation du fait du locataire, et ceci permettrait de pouvoir imputer une somme. Ça veut dire aussi qu'à défaut, ce n'est pas possible. Et ça fait partie du bon nombre de consultations que nous menons à la DIL, où effectivement nous poussons enfin les locataires qui se voient lésés tout simplement à faire valoir leurs droits. Et il y a donc des procédures à enclencher. C'est peut-être là aussi le souci, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut faire des courriers, des ci, des mi, il n'y a plus personne. Oui, bien sûr. C'est cela. Sûr. Donc, je vais vous poser une question terre à terre qui revient tout le temps entre locataire et propriétaire. Je rentre dans un appartement, je fais l'état des lieux, je m'aperçois que tout va bien, d'accord ? Sauf que 2 mois après, j'ai une petite fuite. 2 mois après, il y a des choses qui se passent. Et souvent, le propriétaire dit au locataire, c'est à toi de réparer. Et souvent, le locataire dit au propriétaire, c'est pas à moi de réparer. Alors, quand c'est comme ça, effectivement, quand on arrive, il y a un état des lieux. Au début, on voit rien. 2 mois après, des petites fuites, des problèmes dans les toilettes, etc. Qui doit faire la réparation ? Très bonne question. Alors, effectivement, dès lors que l'on fait l'état des lieux d'entrée, nous avons un délai de 10 jours. C'est vrai, aussi court, voilà. D'accord, pour revenir et faire changer les choses que l'on n'aurait pas vues lorsque l'on aurait effectué l'état des lieux d'entrée. Puis, il faut savoir que tout au long de la location, on peut revenir vers son bailleur pour lui dire que telle chose fuit ou telle chose ne va pas. Cependant, attention quand même, il y a donc un décret qui liste, qui n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qui ne prévoit pas tout, mais qui prévoit quand même un certain nombre de réparations locatives, bien sûr, c'est-à-dire qui restent à la charge du locataire. Dans ce cas, il faut souvent se rapporter à ce décret pour savoir si la réparation nous incombe ou si elle incombe au propriétaire. Ok, il y a un décret. Oui, il y a un décret. Voilà. Et puis ensuite, pour ne pas que les gens se disputent. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais en fonction, c'est vrai qu'il faut y aller parfois aussi au cas par cas. On va voir si c'est du fait du locataire, s'il l'avait déjà dit ou s'il l'avait déjà vu. Ou il y a des choses tout simplement, souvent pour les logements neufs, il peut y avoir des vices de forme. Mais ça, ce n'est pas du tout du ressort du locataire, mais bien du bailleur. Donc là, vous voyez, il y a des choses quand même qu'il faut faire attention. On continue sur notre thématique. Je rentre dans un appartement, j'ai envie de rajouter la clim. Comment je fais ? Je dois demander, des fois c'est pas possible. Comment on fait ? Alors oui, c'est possible effectivement d'installer un équipement. Maintenant, il faut en demander l'autorisation au bailleur. Tout en sachant que lorsque l'on quitte le bien, si le bailleur ne veut pas garder l'équipement, vous repartez avec. Et bien sûr, vous rebouchez les trous qui vont bien. Oui, c'est pas la peine de laisser pour le prochain, non. Okay. Si le bailleur, en plus, ne l'entend pas de cette oreille, il est préférable de remettre le bien en l'état. Très bien, on parlait d'effectuer son état des lieux de sortie. Quid à défaut d'état des lieux d'entrée ?
C'est cela que nous expliquions. Donc, s'il n'y a pas d'état des lieux d'entrée, c'est toujours préjudiciable pour le locataire, mais également pour le propriétaire. Puisque à la sortie, c'est là, en fait, j'ai envie de dire qu'on va un peu régler ses comptes, à dire non, quand vous êtes rentré dans le logement, la table était en bon usage. Là, aujourd'hui, elle est complètement arrachée de partout. Or, si on ne peut pas le prouver, c'est compliqué. Donc, il faut savoir aussi que si l'une des parties s'est opposée à la réalisation de cet état des lieux d'entrée, ça peut être aussi préjudiciable. Donc là, en fait, on rentre dans tellement de choses qu'il est préférable de réaliser son état des lieux d'entrée. Comme ça, au moins, on pourra faire valoir ses droits plus aisément. Alors, une question. Bien sûr, on est sur notre thème, mais les auditeurs ont plein de questions, puisque vous maîtrisez le sujet, bien sûr. Il y a MDS qui pose une vraie question. Ça, c'est des choses qui reviennent. Bonjour, combien de temps après le propriétaire doit faire une augmentation de loyer ? Oui, alors... ce fameux loyer qui augmente. Oui, il faut surtout faire la distinction entre la réévaluation du loyer, la révision du loyer et l'augmentation du loyer. Ah, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Expliquez-nous. La révision du loyer se fait annuellement. Souvent, on dit à la date anniversaire. C'est automatique. Voilà. Alors, ce n'est pas si automatique que cela. Il faut quand même que le propriétaire en fasse la demande. D'accord. Il faut, c'est bien que c'est prévu dans le contrat. Okay. Vous faites la demande donc à votre locataire, du moins vous l'informez que à compter s'il est rentré, je sais pas moi, le 1er août 2019, à compter du 1er août 2020, en fonction de l'indice INSEE, il y aura donc une révision du loyer. Alors, cette révision, c'est quoi ? C'est combien ? Alors, j'y arrivais. Ok, allons-y. Ensuite, cette révision, cette révision, en fait, elle respecte surtout les indices INSEE. Il y a une formule de calcul à réaliser. On prend donc l'ancien indice, le nouvel indice, on divise un peu tout ça avec le loyer en cours et cela nous donne un montant de loyer qui va être le nouveau loyer applicable. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que le propriétaire, si la date anniversaire, c'est le 1er août, et qu'il fait sa demande en octobre, le nouveau loyer va s'appliquer en octobre. On ne va pas pouvoir remonter comme on faisait avant au 1er août. Très bien. Mais les loyers augmentent chaque année ? À la date anniversaire, oui. Mais alors, c'est de quelques euros. Hein. Oui, on n'est genre 3-4 euros. C'est cela. Ah bon, j'ai eu peur. C'est pourquoi, alors ça me permet aussi d'alerter les locataires sur le fait que si vous avez une augmentation à hauteur de 20, voire 20-30 euros, revenez allez voir la pour refaire un calcul. Oui, je pense. La révision. Très honnêtement. 25 76 25. Mettez le casque, Madame Trente-Vandeuil. Avec nos auditeurs, bien sûr, posez toutes les questions que vous voulez. Oui, il y a les charges aussi, c'est vrai. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Oui, c'est pour une question par rapport à une première demande de logement. Oui. Lorsqu'on fait une première demande de logement et on nous demande une pièce, enfin concernant un avis d'imposition, mais si la personne n'a pas de ressources, si la personne n'a pas apparemment, il faut absolument qu'on ait ce document. Oui, pour voir les revenus. Oui, mais si la personne n'a jamais travaillé, c'est une jeune personne, donc la personne n'a jamais travaillé, et donc la personne n'a pas de ressources. Donc, sinon, on refuse le dossier. Comment ? Alors, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Donc du coup, alors, ce qu'on regarde sur l'avis d'imposition, madame, c'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Oui. D'accord ? Donc, il est vrai que l'on reçoit des personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, ou du moins qui n'en ont pas du tout, mais il est important tout de même, ça fait partie des documents importants à prendre en considération pour faire votre demande de logement social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en fonction de votre revenu fiscal de référence, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec ressources, enfin il y a d'autres choses qui sont prises en compte, ça va permettre de voir quel type de loyer auquel vous pourrez être soumis. Oui, attendez. Par contre, la personne on lui a donné un document provisoire aux impôts. Et ils n'ont pas accepté ce document.
Oui, parce qu'en fait, nous, derrière, si vous voulez, on scanne les pièces et il y a certaines pièces qui sont acceptées et d'autres qui ne le sont pas. Donc là, enfin, quelque part, derrière, vous voyez, on n'est pas les seuls à décider. Et il y a vraiment des documents importants tels que la pièce d'identité, l'avis d'imposition. Ouais. Enfin, ça fait partie des documents qu'on ne peut pas déroger, auxquels on ne peut pas déroger pour pouvoir faire sa demande. Allez de voir logement la DIL. social. Oui, mais si c'est une demande urgente, comment on fait alors? Vaut mieux prendre Madame. rendez-vous avec elle, Madame Trondvandoy, non? Oui, enfin, vaut mieux qu'elle passe à la DIL, mais Oui. enfin, toutes les demandes sont urgentes aujourd'hui. Non, Donc, en plus, c'est une personne qui a tête de nanisme, donc si Bon, c'est urgent. vaut mieux qu'elle vienne vous voir. Oui, il vaudrait Ouais. mieux à ce moment qu'elle vienne nous voir et puis on verra. L'adresse ce qu'on peut de la faire. DIL? Alors, c'est à la ZAC Hibiscus. Nous recevons donc tous les usagers pour leur demande de logement social du lundi au jeudi entre 8h et 13h. Voilà. Il faut prendre rendez-vous, faut venir quoi. Et Oui, demander un présentez-vous, rendez-vous madame, c'est ce que j'ai dit. demander un rendez-vous avec un responsable, c'est ça? Non, pas Allez, du tout. non, vous venez les venez. jours d'ouverture. Non, mais parce que je suis déjà passée justement. Alors, Bon. vous venez du lundi au jeudi, madame, entre 8h et 13h. Clairement, vous allez donc voir avec ma collègue du pôle logement social qui sera certainement plus à même de pouvoir vous trouver une solution concernant cette personne. Alors, pour le Voilà. logement social, je pense, non, attendez. Merci madame, allez-y. Merci, n'hésitez pas à 25 76 25. On va continuer sur le débat. Il y en a qui parlent d'augmentation des charges également qui ont lieu tous les ans. Les charges augmentent aussi tous les ans? Oui. Alors, les charges, en fait, on parle de forfait surcharge. Ouais. C'est-à-dire que chaque mois, vous allez donc verser 30 € en plus du loyer pour payer donc les charges. Les charges étant donc une somme des services rendus aux locataires. Oui. Et aussi pour l'entretien du bien, enfin voilà. Et à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle une régularisation des charges, permettant enfin aux bailleurs, si jamais les 30 € que vous versiez à l'année n'ont pas été suffisants, pour combler l'ensemble des, du coût enfin de l'entretien du bien, Oui. il va pouvoir faire une régularisation de charges. 2-3 € encore là? Ah, 2-3 €, voire un peu plus. Non. Ça dépend maintenant Genre, du ça coût peut de monter jusqu'à l'entretien. 10? Oui, ça Même peut. plus? Non, peut-être pas plus, mais enfin, maintenant, il faudra voir, puisque ça dépend aussi du standing du bien. Bon, donc chaque année, il faut rajouter 20 € par an, entre charges et loyer. 20 € par an, peut-être pas. Bon, mais enfin, j'exagère. un peu moins, oui. Bon, allez, j'exagère. Bon, très bien. On était sur quelle étape? Ah oui, non, ça c'est important. Existe-t-il des modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie? Oui, oui, il y a vraiment en tout cas des modalités d'établissement et surtout donc des mentions qui doivent apparaître. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'état des lieux de sortie, c'est vraiment la photo finish. Donc du coup, on va passer vraiment de salle en salle. Enfin, on va voir les 3 chambres, les salles d'eau, Oui, bien sûr. tout ce qu'il faut pour justement derrière s'assurer que le locataire a bien vécu dans le bien, comme on dit dans le jargon, bon père de famille. D'accord, très bien. La troisième étape, c'est la remise des clés. Ah oui, la remise des clés, importante. Cette remise des clés, nous parlions tout à l'heure du départ à la cloche de bois. Donc, les personnes qui déposent juste les clés ou qui font remettre à la voisine, enfin voilà, ce n'est absolument pas conseillé de remettre les clés en l'état. Pour la simple bonne raison que tant que vous gardez les clés ou tant que vous n'avez pas respecté les modalités de remise, vous gardez votre casquette de locataire durant un certain temps, en tout cas. Avec donc, qui dit locataire, dit paiement de loyer ou voire d'indemnité d'occupation, mais enfin, ce n'est pas conseillé de partir à la cloche de bois. Alors, que se passe-t-il si les clés ne sont pas remises au bailleur? Ah, ben oui, ce qui se passe, c'est ce que je viens de dire, Ouais. à savoir que vous ne perdez pas votre casquette de locataire Ouais. et avec donc l'obligation du coup de devoir les loyer encore et encore. Et surtout, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que c'est la remise des clés en main propre ou par lettre recommandée qui fait courir le délai pour la remise du dépôt de garantie. Donc, tant qu'elles ne sont pas remises dans les délais, dans les modalités prévues, tant le délai pour la remise du dépôt de garantie 2 ne mois. commence pas à courir. 1 mois ou 2 mois.
Un mois ou des mois pour la restitution fonction. du dépôt de garantie. C'est cela. Donc, c'est important de le rappeler ici, là encore. Dès lors que l'on compare l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie et que ce dernier, ne font pas état donc de dégradation, le délai pour la remise du dépôt de garantie est d'1 mois. Bien sûr, une fois qu'on aura épuré les sommes restant dues, voilà. Et la restitution tardive est-elle sanctionnée? Quelqu'un qui n'aurait pas fait ça dans les délais? Mais bien il y a une sûr, sanction? Mais bien sûr, depuis maintenant la loi Allure, il y a donc la restitution tardive est donc sanctionnée à hauteur donc de 10% par mois de retard. Donc chaque mois qui passe, il y a 10% qui s'ajoute. Ça vous fait sourire? Non, mais ça me fait sourire parce qu'en fait, ça fait partie vraiment, c'est le lot de nos consultations. Oui, c'est vrai. Concernant donc le défaut de remise de dépôt de garantie et on renseigne en tout cas les locataires, on les pousse vraiment à faire valoir leurs droits auprès des instances compétentes. En fait, ce que vous dites à chaque fois que vous venez ici à Radio Pays, c'est simplement pour que les choses se passent bien. Entre locataires, propriétaires, bailleurs. En fait, souvent on respecte pas les choses. Souvent il y a un contrat, des fois on le lit pas, alors qu'il y a des droits, des devoirs. Et l'idée, en fait, c'est de vous rappeler tout cela, justement. Quels sont les recours du locataire, là, justement? Alors, pour en tout cas le défaut de remise du dépôt de garantie, la première des choses, il faut savoir qu'on a des courriers types, à la DIL, donc faut pas hésiter à se rapprocher de nos locaux. C'est déjà de mettre en demeure donc le propriétaire ou encore la personne qui le représente. Je pense typiquement aux agences immobilières pour reprendre les propos de monsieur, faisant état du fait que quand on compare l'état des lieux d'entrée et de sortie, il n'y a pas eu de dégradation. Par conséquent, donc, il faudrait remettre le dépôt de garantie dans son entier, puisque surtout s'il n'y a pas de justification de somme restant due, donc par conséquent, il n'y a pas lieu de faire des imputations sur le dépôt de garantie. À défaut de réponse, vous avez la possibilité de saisir donc la commission départementale de conciliation. Il s'agit donc d'une commission paritaire composée de représentants de locataires, de représentants de bailleurs, qui tient son siège à la DGSCS, donc route du Tigre, pour faire valoir vos droits. Donc lors de cette commission, le but c'est la conciliation entre les parties. Chacune des parties est appelée à faire valoir ses droits, ses arguments, et on tente une conciliation. Là vraiment, à défaut de conciliation, j'ai envoyé ma lettre de mise en demeure. Le bailleur n'a pas bougé, je saisis, je passe à une phase contentieuse et je saisis le tribunal judiciaire. C'est une procédure entièrement gratuite. D'accord. Souvent, dès lors qu'on entend juge, on se dit ouh là 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 là, je vais prendre un avocat pour 600 €. Non. Ce n'est pas du tout cela. Il y a donc un document qui s'appelle une ordonnance en injonction de faire que l'on peut prendre sur service public. C'est un document CERFA pré-rempli qu'il faut donc remplir et dans lequel on demande au juge tout simplement de faire valoir nos droits et d'imposer, d'ordonner à l'autre partie de respecter ses obligations. Alors, il y a plein de questions sur le Facebook Live. Les questions ne sont pas précises, donc si vous voulez préciser vos questions, n'hésitez pas. 25 76 25. Peut-on avoir des renseignements sur les locations-ventes? C'est pas précis, c'est dans votre compétence? Location-vente, mais quoi comme renseignement? Savoir peut-être aussi comment ça se passe. Alors, il faudrait bien sûr se rapprocher de nos locaux, mais ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y a effectivement une structure qui entend mener donc un projet de location-vente sur la commune de Macouria. Il s'agit de Cap Accession, voilà. Et donc pour avoir donc leur contact, il faudrait peut-être se rapprocher de nos locaux afin que l'on puisse divulguer l'adresse mail. D'accord. Ce qu'il faut bien aussi prendre en considération, c'est que ce qu'on appelle maintenant la location-vente s'effectue de manière différente aujourd'hui. Dès lors que vous rentrez, avant, j'ai envie de dire, quand vous rentriez dans le logement, vous payez le loyer et puis au bout d'un moment, vous deveniez propriétaire. Maintenant, ça a changé ? Ça a changé en ce sens où pendant au moins 1 an, 2 ans, voire 5 ans maximum, vous avez votre casquette de locataire.
Vous payez donc un montant, je sais pas moi, de 600 €. Oui. Ces 600 € vont être divisés en deux. Donc, il y aura une partie pour la location Oui. et une autre partie qui sera réservée pour vous constituer un apport. Mmh. Au bout des 1 an ou des 5 ans, vous allez donc opérer ce qu'on appelle la levée d'option. Donc, vous allez donc dire que vous souhaitez acheter le bien et l'apport que vous avez mis de côté, enfin les 300 € vont vous permettre de solliciter un organisme bancaire pour pouvoir bénéficier d'un crédit immobilier et acheter le bien. Voilà, concernant comme quoi la question était intéressante. Et puis, peut-on parler de préavis? Bon, on en a déjà parlé du préavis, s'il vous plaît. C'est quelqu'un Fatima qui prend l'émission en cours, on l'a dit, concernant le préavis, que ça soit pour le locataire et propriétaire, on peut répéter, il y a des délais. Oui, c'est cela. Donc, le délai de préavis... À mon époque, c'était 2 mois. Je quitte un appart, je donnais... Ça a changé. Mais ici, ça fait longtemps. Quand on avait 20 ans, voilà, on avertissait le propriétaire en disant je vais partir dans 2 mois. Et donc selon le dépôt de garantie ou pas. Alors ça a changé. Le délai de préavis, dès lors enfin que le courrier est reçu. Alors ça aussi c'est important. J'ai peut-être pas assez assisté là-dessus. C'est la réception du courrier qui fait courir le délai. C'est pas l'envoi. D'accord ? Donc, une fois que le courrier est reçu par le propriétaire ou encore par le locataire, le délai commence à courir. D'accord ? Donc, pour le délai de préavis pour le locataire, il est de 3 mois en principe. Voilà. Donc, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Si le courrier a été reçu donc le 3 novembre, le délai de préavis court jusqu'au 3 février 2021. D'accord. Idem, si maintenant vous rentrez dans une des conditions, dans un des motifs prévus par l'article 15, le délai il va courir pendant 1 mois. Donc, du 3 novembre au 3 décembre. Voilà. Bon, vous savez ce qui se passe souvent. Après je pose la question de Joël, on met un dépôt de garantie, on rentre et puis on sort 5-6 ans après. Bon, le truc est loin. Et ensuite, le propriétaire vous trouve toujours un truc je dis franchement, des travaux à faire et il vous rend jamais votre dépôt. Voilà ce qui arrive souvent. Et le petit propriétaire, il est jeune, il a 22 ans, il a 23, 24 ans, il vient de finir ses études, il n'a pas le temps, il a besoin d'avancer, et il se fait un peu avoir, quoi, comme ça. Souvent les propriétaires ont le dessus, quand même, quand ils sont jeunes. Quand les locataires sont jeunes. Quand les locataires sont jeunes. Je n'ai pas la même vision que vous, mais enfin, oui, on a de plus en plus de procéduriers. Voilà. C'est bien, tant mieux, ça a changé. Donc, du coup, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je crois que c'est parce qu'on n'est peut-être pas assez procédurier. Puisque pour pouvoir récupérer donc, son dépôt de garantie, bien sûr, on n'y va pas nous tout seuls, avec un petit sabre, bien sûr. Voilà, on va éviter. Donc, du coup, il y a quand même des procédures à respecter. Donc, ce que je expliquais tout à l'heure, la mise en demeure, d'autant qu'on a des courriers vraiment pour faire valoir ses droits. Il y a la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation et bien sûr, le tribunal judiciaire, encore là, a une procédure entièrement gratuite pour faire valoir ses droits. Après, j'entends que ça peut paraître long, voilà, mais autant rester dans le cadre légal pour être sûr de toujours pouvoir trouver des réponses. On est d'accord. Il y a Joël qui dit, après avoir constaté des sinistres du logement en location avec un huissier, l'agence rétorque que la propriétaire ne veut pas effectuer les travaux qui lui incombent. Quelle est la responsabilité de l'agence qui gère le bien ? Alors, l'agence est un mandataire. Donc, il représente juste, j'ai envie de dire, le propriétaire. Mais l'agence ne pourra pas, enfin, se subroger dans les droits donc du bailleur. Et si le bailleur n'entend pas réaliser donc les travaux qui lui incombent, ça devient effectivement compliqué. Et ça reste préjudiciable, à mon sens, pour ce propriétaire qui finalement va voir son bien se dégrader un peu plus vite que les autres. Donc, ce n'est pas enfin, à mon sens, intéressant ni judicieux de laisser le bien se dégrader ou de se dire de toute façon je ne vais pas procéder à la réparation. Tant pis, c'est pas moi qui vis dedans. Oui,
Mais demain, pour éviter une vacance du bien, puisqu'il y en a qui vont certainement faire un état des lieux d'entrée, il est préférable de pouvoir en tout cas louer un bien en bon état d'usage et de réparation. Après, que les choses soient claires, je vois quelques commentaires. Souvent, là-dedans, quand ça fonctionne pas, c'est que il y a aussi il y a des gens qui peuvent être malhonnêtes, hein, disons les choses franchement, que ça soit du côté propriétaire ou du côté locataire, et c'est pour ça qu'il y a des règles, qu'il y a des droits, qu'il y a des choses. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes là pour nous expliquer tout ça, parce que sinon on s'en sort pas. D'autres questions? Allez, au téléphone, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Voilà, je voudrais demander à madame si elle a des solutions miracles pour que les propriétaires récupèrent, même après audience du tribunal et tout, les loyers impayés depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oh mon Dieu. On est en procès et on n'arrive pas à récupérer malgré toutes les décisions impositives du tribunal. Payer huissier, payer ceci, payer cela, il n'y a pas qu'à rentrer. Nous qu'à payer impôt toujours. Oui, ça effectivement, ça c'est quelque chose que vous rencontrez aussi. Vous rencontrez toutes sortes de cas, dites-nous. Alors, bonjour madame, je n'ai pas de solution miracle. Oui. Je n'ai des solutions que de ce qui découle de la législation. De la législation, bien sûr. Donc là, clairement, on est face à quelqu'un qui doit peut-être aussi être insolvable. Hein. Oui, sûrement. C'est peut-être ça, enfin, le souci. Après, soit effectivement continuer la procédure avec l'huissier, hein, qui a quand même des moyens coercitifs pour récupérer les sommes. Vous avez donc ce qu'on appelle, pour ceux qui sont donc en activité, soit une saisie des rémunérations auprès donc de l'employeur directement, soit une saisie attribution. Je vois un internaute qui dit un propriétaire doit prendre une assurance pour loyer impayé. Vous avez cela, mais ça encore, ça vient en amont. C'est autre chose. C'est encore autre chose. D'accord. Parce que là, au regard de ce que madame dit, on est plutôt sur une fin de bail judiciaire. Absolument. Pour des impayés de loyer. Donc, soit vous sollicitez l'huissier qui a des moyens coercitifs. Donc, je parlais de la saisie des rémunérations. Vous avez aussi ce qu'on appelle la saisie attribution, où là, effectivement, on arrive et on récupère ce qu'il y a sur les comptes. C'est jamais vraiment agréable de subir cela. Vous avez aussi les cabinets de recouvrement, qui aussi sont à solliciter pour récupérer donc les sommes. Maintenant, il faut voir, en fonction de ce que je viens de dire, ce qui pourrait être mis en place par madame. Très bien, restez avec nous. Ceux qui sont en attente, vous allez tous passer. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour, désolé du dérangement. Mais non. J'aurais une question pour madame. Voilà, ça fait 1 an que j'attends qu'on vienne réparer la clim. Et de ce fait, là, j'ai trouvé un autre appartement parce que je voulais éviter les problèmes. Sauf que le préavis, je me demande si je peux pas le réduire à 1 mois. Parce que je compte pas rester 3 mois pour le plaisir des yeux du propriétaire et même de l'agence immobilière. Alors qu'au final, je ne peux utiliser... Tout ça pour une clim ? Comment ? Tout ça pour une clim, il y a autre chose. Non, il y a la clim et puis du coup, alors il y a quelqu'un qui est venu la nettoyer. Je pense qu'elle a dû brûler le truc, je sais pas comment elle a faire. Quand j'allume, ça fait sauter le compteur. Mais surtout qu'on m'a dit de le faire, c'est de ne pas allumer la clim. D'accord. Entre-temps, j'ai eu mon bébé, etc. Mais ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an, donc moi je préfère partir en fait parce que je me connais. Donc j'aurais aimé savoir ce qu'il y a moyen de réduire le préavis à 1 mois. Ah. Très bonne question. Alors, bonjour madame. Oui, alors du coup, concernant donc la clim, j'ai une question. Ma question étant de savoir, est-ce que ça faisait partie des équipements cités au bail ? Oui. Ah écoutez, effectivement, là en plus, s'il y a un professionnel qui est intervenu, il appartient en tout cas, sachez que il appartient au propriétaire de procéder au remplacement donc de cet équipement. Faut changer la clim, tout simplement. Première chose. Non, mais il appartient quand même au propriétaire de le faire. Ce n'est pas au locataire de. Non, je parle du propriétaire. Ah oui, d'accord, très bien. Le propriétaire, il faut qu'il change la clim. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne votre départ, pour pouvoir bénéficier donc d'un délai réduit à 1 mois, c'est ce que nous expliquions tout à l'heure. Il faut vraiment rentrer dans les motifs prévus par l'article 15. Sauf si vous avez, si vous ne rentrez pas, bien malheureusement, dans ces motifs, il est compliqué enfin de pouvoir bénéficier donc d'un délai réduit à 1 mois.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bon, j'en profite, on est dans le grand forum, on dit les choses. Il y a des propriétaires qui vous donnent vous rentrez en location justement dans des appartements, les clims ont plus de 250 ans. Lorsque vous rentrez dedans, elles tombent en panne 3 mois après, c'est au propriétaire de changer la clim, Madame Trente-Vendeuil, franchement. Non ? Oui. Mais oui, Alors, oui. si, effectivement. Les clims, c'est des clims j'étais en train de noter des clims quelque qu'on chose. vend même plus. Je vois des clims, des fois on vend même plus ces clims-là, tellement elles sont vieilles. Il y a des propriétaires qui exagèrent un peu, beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Attention, je suis pas en train d'attaquer les propriétaires. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Alors, moi, ma question serait que puis-je faire? En fait, j'ai acheté un bâtiment qui appartenait à un membre de ma famille. Et dedans, il y a 2 locataires qui ne payent pas leur loyer depuis le mois de janvier. Et ça aussi, ouais. Donc, moi, étant nouveau propriétaire, quelle procédure je peux entamer afin de régulariser le problème? Sachant qu'il y a eu une décision, enfin, on attend la décision du tribunal. Ouais. Voilà. Ça coûte quand même bonbon. C'est Faire clair. intervenir l'huissier, ensuite attendre l'audience. Bon, avec le Covid, ça a mis du temps. Et là, on attend la décision. Mais entre-temps, il y a eu un changement de propriétaire. Donc, comment faire? Et le dialogue est rompu avec ces propriétaires. J'imagine. Avec ces Avec ses locataires. locataires. Ah Oui, oui, d'accord, locataire, je ne comprenais pas trop. oui, locataire. D'accord. Merci pour la question. Bonjour monsieur, donc du coup, 2 choses. S'il faudrait voir, enfin, s'il y a une possibilité peut-être de donner congé à ces personnes en respectant donc les motifs. Et le motif, là, s'il y a des impayés de loyer, ce serait le motif sérieux et légitime. Oui. Voilà, si possible. Alors, faut pas oublier que c'est 6 mois avant le renouvellement du bail. Si on a loupé le coche, bon, le contrat s'est reconduit pour 3 ans. On est sûr qu'il est passé. Le problème, c'est que le premier contrat à l'origine, il y a eu une erreur dessus, une location fait 3 ans, et la personne qui s'occupait à l'époque de la gestion de ce bien avait mis un contrat de 1 an. Donc déjà à la base, le contrat, il est pas bon. Non. Donc ça veut dire qu'il faudrait refaire un autre contrat de 3 ans. Attendez, elle vous répond. Non, du tout, monsieur, parce que là, il s'agit donc d'une la durée du bail est donc une disposition d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Ouais. Donc, c'est 3 ans. Quand bien même vous auriez écrit 1 an, 2 ans, 2 mois, enfin voilà, c'est 3 ans qui s'appliquent automatiquement. Voilà pour la réponse. D'accord. Merci beaucoup. 25 76 25. Allez, encore 2 appels. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quand je parlais d'assurance tout à l'heure, je parlais pas des loyers impayés après. Je voulais dire que un propriétaire qui va louer un appartement ou une maison devrait prendre, il me semble, une assurance pour se couvrir des loyers qui seraient impayés. Ça existe, il me semble. Oui, ça existe. Voilà, ça existe. Donc, je pense que ce serait peut-être... beaucoup ne le font pas, parce qu'effectivement, quand on demande de payer des assurances, on se dit non, ça va bien se passer. Malheureusement, des fois, c'est pas marqué sur la tête du client que ça va bien se passer. Que le client va pas payer ses loyers. C'est clair. Ça, c'est d'une part. Et concernant les clims, là, tout à l'heure, j'entendais, effectivement, lorsque vous rentrez dans un appartement et que la clim est installée, je voulais savoir si la clim ne fonctionne pas pour des raisons X, mais l'entretien de la clim, est-ce que c'est au propriétaire ou au locataire de la faire? Parce que une clim doit se nettoyer au minimum 1 fois par an. C'est le locataire, non? Oui, on règle. Je prends les devants. C'est logique. À force, vous allez devenir cadre, c'est très bien. Non, mais effectivement, en pratique, voilà, il est prévu qu'il y ait donc un entretien au moins annuel des équipements, donc cités sur le contrat de location par le locataire. Voilà. J'invite véritablement les locataires à le faire de manière à ce que si demain l'équipement est défectueux ou ne fonctionne plus tout simplement. Le propriétaire peut vous attaquer là-dessus, non? En disant que vous n'avez jamais procédé à l'entretien du bien. Là, véritablement, il faut enfin procéder justement à ces entretiens annuels, d'autant que si ce n'est pas notre cœur de métier, autant le mettre à la charge d'un vrai professionnel de manière derrière à ce qu'il y ait toujours des équipements en bon état d'usage. Voilà pour la réponse. Bon, franchement, vaut mieux que
celui qui nettoie la clim complètement... passe pas tous les ans, parce que sinon, il y a un problème. Il faut avant aussi rappeler qu'il y a donc, en termes de garantie des loyers impayés, il est vrai qu'il y en avait une qui existait avant, mais aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir donc la solliciter si on ne passe pas par une agence immobilière, parce que souvent, ce sont des assurances groupes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceci étant dit, il y a une assurance donc, que l'on appelle la garantie Visale, qui est donc allouée par un organisme qui s'appelle Action Logement, voilà, qui permet justement de pouvoir bénéficier donc de cette garantie de loyer impayé. Donc, il ne faut pas hésiter à faire son visa tant pour les propriétaires que pour les locataires et enfin bénéficier au moins d'une garantie pour les loyers impayés. Allez, dernier appel. Allô, bonjour. Et encore moi, je suis un peu curieuse. Pas grave. Voilà, le propriétaire, quand il loue, il a une assurance de son bien, et le locataire, quand il rentre, doit aussi fournir l'attestation de l'assurance, comme quoi le logement est assuré. Mais je posais la question aussi, le propriétaire doit également demander tous les ans le renouvellement de l'assurance, et ça t'est bien renouvelé. C'est cela, oui, madame. Et il a lieu aussi de rappeler, du coup, que si le locataire a deux obligations, c'est bien payer le loyer et aussi s'assurer contre les risques locatifs. Vraiment, le défaut d'assurance peut être une cause de résiliation du bail. Donc ça, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Donc on rappelle, c'est la semaine 2. Parce que vous avez toujours des semaines. C'est la semaine de la copropriété à la DIL, en tout cas jusqu'à jeudi. Donc les copropriétaires, les futurs copropriétaires, ou du moins ceux qui se posent des questions en matière de copropriété, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est prêt à les accueillir et les renseigner au mieux. Très bien, on rappelle l'adresse de la DIL, comment rentrer en contact? Alors, nous sommes à la ZAC Hibiscus et pour nous contacter, donc un numéro de téléphone, c'est le 0594 38 14 29. Très bien. Je voyais une dernière question, j'essayais de la comprendre, mais pourquoi le propriétaire ne prend pas d'abonnement pour l'entretien encore de la mauvaise foi? Ah d'accord, effectivement, c'est-à-dire vous rentrez dans un appartement, il y a la clim, enfin il y a des choses, et le propriétaire peut prendre un abonnement pour le locataire. Bon, ça sera un propriétaire plutôt sympa, c'est ça? Vraiment. Ça arrive, hein? Ça peut arriver. Non, mais ça arrive. Comme ça, il maintient une bonne relation avec son locataire le but, qui paye son loyer bien, etc. Mais clairement, le but, c'est ça. Autant vivre, autant que faire se peut dans les meilleures relations possibles avec son locataire et le propriétaire, pareil. Marie a raison. Ça sert à rien, de partir tout de suite dans les procédures. Oui, effectivement, il faut essayer de trouver des choses, mes amis. Ne faites comme ça, c'est mieux. Merci beaucoup, Lydia Trandmandoy. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça maîtriser son sujet autant. C'est votre métier, vous me direz, mais bon, quand même. Rendez-vous bientôt pour un autre sujet. c'est ça, très bientôt. Quel sujet qui intéresse les Guyanais? Ça va être l'amélioration de l'habitat. Notre prochain rendez-vous. L'amélioration de l'habitat. C'est ça. Eh ben, on vous attend pour tout ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Ah, tu t'es pris ta voiture? J'ai toujours pas de travail et sans diplôme, c'est difficile. Bah au RSMA, man. Tu peux trouver ta voie parmi 20 filières différentes telles que conducteur routier, menuisier,